Bien, bonjour à tous. Je pense qu'on peut démarrer. On attendait les quelques derniers connectés. Voilà, bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire de la Haute Autorité de Santé qui est consacré cet après-midi à l'accompagnement des jeunes vers l'autonomie, des jeunes sortant des dispositifs de protection de l'enfance. Donc cet après-midi, je ne serai pas seule, nous serons plusieurs intervenants. Parmi nous, il y aura donc Maëlys Grondin, qui est étudiante, qui est jeune majeure, qui a fait partie d'un des groupes de travail qui a participé à l'élaboration donc de cette recommandation. Il y aura aussi Lucie Lachaud, qui est parmi nous, qui est cadre référent de l'accueil familial pour le département du Rhône. Les 2 chefs de projet qui ont copiloté les travaux autour de cette recommandation, Magali Bourdelin et Renaud Hard, et moi-même, je suis Manuela Chausiot, chef du service recommandation ici à la Haute Autorité de Santé. Alors donc, ce webinaire, cette recommandation, c'est le deuxième volet d'une première recommandation que nous avions diffusée en 2021, qui était sur le retour en famille. Cette, recommandation a aussi fait l'objet d'un webinaire que vous pouvez retrouver en replay sur le site de la Haute Autorité de Santé. Et donc, pour ce deuxième volet, ce deuxième webinaire cet après-midi, eh bien, nous allons vous proposer un webinaire qui sera en deux temps. On aura un premier temps de présentation de cette recommandation avec des éléments de contexte. On va vous préciser aussi la manière dont on a élaboré cette recommandation, les messages clés de la recommandation et puis on aura deux temps d'arrêt. On va faire 2 focus sur la formalisation de l'accompagnement jeune majeur et l'expérimentation de situations d'autonomie du jeune majeur. Après ce temps de présentation, nous aurons avec vous tout un temps de questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions tout au long de ce webinaire. Donc, vous pouvez d'ores et déjà commencer à poser vos questions. Donc, vous avez un onglet conversation et un onglet questions-réponses. On vous invite vraiment à poser vos questions uniquement dans l'onglet questions-réponses. Voilà. Donc, tout au long du webinaire, on va recueillir vos questions et on essaiera de répondre à un maximum de questions. Là, actuellement, nous sommes plus de 1000 connectés, donc nous ne pourrons peut-être pas répondre à toutes les questions qui seront posées, mais en tout cas, vraiment, nous ferons le maximum pour pouvoir répondre à ces questions. Alors, si on commence par les éléments de contexte, par rapport, donc, à cette recommandation qui nous occupe cet après-midi, on voulait partager avec vous déjà quelques éléments de contexte d'ordre, général. Déjà, quand on parle de jeunes majeurs, de combien de personnes s'agit-il? Eh bien, fin 2021, on sait, que, il y avait plus de 35 000 jeunes majeurs donc qui bénéficiaient d'un accompagnement. C'est un chiffre vraiment important puisque ça représente près d'un jeune sur 50. L'autre élément, important, c'est que, donc, suite à une étude, ça sont des données qu'on a pu recueillir dans le cadre d'un rapport parlementaire en 2018. Le constat qui était fait, c'était qu'une personne sur 4, donc 25 des personnes qui vivaient à la rue, eh bien, c'était des personnes qui, sortaient de dispositifs de protection de l'enfance. Autre élément important dans notre contexte aujourd'hui, c'est le fait que l'accompagnement jeune majeur court jusqu'aux 21 ans du jeune, alors que, en face de cela, on s'aperçoit que les jeunes, en population générale, eh bien, l'âge de décohabitation est plutôt autour de 23-24 ans. Ce qui veut dire aussi que, s'agissant des jeunes majeurs, le passage à la majorité est donc vécu comme une période anxiogène. Il y a une forme de pression à la sortie, pour ces jeunes, en vue donc de l'atteinte des 21 ans. Autre élément, c'est la diversité des politiques départementales. On sait qu'aujourd'hui, l'offre de services, on va dire, qui est proposée, aux jeunes majeurs est disparate, hétérogène en fonction des départements. Pour preuve, hein, on sait que, par exemple, fin 2019, sur la totalité des départements, seuls 27 départements utilisaient, mettaient à disposition pour l'accompagnement le PPE, le projet pour l'enfant. Donc voilà quelques éléments de contexte, qu'il faut prendre en compte par rapport à cette recommandation.
Ce qui aussi est venu, impacter nos travaux, c'est, le cadre législatif. Puisque au moment où nous étions en écriture, hein, de ces recommandations, il y a eu dans le même temps la promulgation de la loi de février 2022 relative donc à la protection de l'enfant, et cette loi qui couvre des champs très larges et très variés, hein, qui vont de l'accompagnement du mineur à l'accompagnement du jeune majeur, à la réforme du métier d'assistant familial, par exemple. En tout cas, il y a trois points qui nous sont parus importants dans cette loi. C'est le fait que la loi est venue souligner, dire que l'accompagnement aux jeunes majeurs est un droit, c'est un acquis pour tous les jeunes confiés à l'ASE durant leur minorité. Donc aujourd'hui, c'est une obligation qui se fait donc au département de pouvoir proposer cet accompagnement aux jeunes majeurs jusqu'à donc leurs 21 ans. L'autre élément de cette loi qui nous paraissait important, c'est la mobilisation du droit au retour, possiblement jusqu'aux 21 ans du jeune. Et puis, troisième point qui nous paraissait important dans cette loi, c'est le rappel des outils, des instruments qui existent, qui sont à disposition des professionnels pour pouvoir accompagner ces jeunes majeurs, donc à savoir le PPE, le projet pour l'enfant, et le PAA, le projet d'accès à l'autonomie. Alors, ces différents éléments sont vraiment venus impacter nos travaux, ne serait-ce que déjà par rapport au vocabulaire que nous avons employé, utilisé tout au cours de ces recommandations. C'est vrai que généralement, jusqu'ici, on parlait beaucoup de contrat jeune majeur, de contractualisation. Et en fait, cette loi, finalement, est venue rappeler que ces termes n'avaient pas de fondement juridique. Donc, nous avons fait le choix, pour ceux qui ont déjà lu la recommandation et ceux qui vont la lire prochainement, nous avons fait le choix, par exemple, d'utiliser dans cette recommandation la formulation suivante, c'est-à-dire formalisation de l'accompagnement jeune majeur. Autre élément que nous avons pris en compte dans cette recommandation, je vous le disais, c'est par exemple le droit au retour. Et ça, effectivement, dans la recommandation, c'est des éléments qu'on a pu mettre en avant, le droit au retour, la capacité, la possibilité pour le jeune d'expérimenter des mises en situation, et puis l'importance aussi de pouvoir mobiliser les ressources du jeune. Donc justement, par rapport à ces éléments-là, vous verrez plus précisément comment ça s'est traduit dans nos recommandations, donc au moment des 2 focus group que nous allons vous présenter par la suite. Donc voilà ce qu'il en est pour les éléments de contexte. Alors ces recommandations, comment nous les avons élaborées? Ici, à la Haute Autorité de Santé, nous avons une méthodologie qui est basée sur une triple expertise. La première, c'est ce qu'on appelle l'expertise scientifique, c'est-à-dire que nos travaux sont toujours basés sur les données de la littérature. Les deux autres expertises que nous mobilisons, ce sont les savoirs professionnels et les savoirs expérientiels. Et la manière dont nous les mobilisons, c'est à travers des groupes de travail. On a eu pour cette recommandation un premier groupe de travail composé uniquement de professionnels, donc avec par exemple des chefs de services éducatifs, des TISF, des psychologues. Donc ici, donc Lucie Lachaud qui est une représentante de ce groupe de travail. Et puis nous avons eu un deuxième groupe de travail composé uniquement de jeunes majeurs, et donc Maïlys Grondin est aussi donc la représentante de ce groupe de travail. Ces deux groupes de travail ont travaillé de manière cohérente, puisque les travaux, les comptes rendus de chaque groupe ont été transmis et diffusés à chacun des deux groupes, leur permettant déjà de savoir ce qui se passait d'un groupe à l'autre, de pouvoir réagir, de pouvoir commenter. L'autre façon aussi pour la mise en cohérence, ça a été sur certaines questions très spécifiques, de pouvoir les mettre en débat dans chacun des deux groupes. Et puis, le troisième élément qui a permis vraiment d'avoir une cohérence entre ces deux groupes, c'est le fait que toutes les recommandations que vous allez retrouver dans le document, eh bien, toutes ces recommandations ont été validées par chacun des deux groupes. Après ce processus d'élaboration, d'écriture des recommandations, eh bien, toutes ces recommandations ont été soumises à un groupe de relecteurs composé lui-même de manière assez similaire, hein, aux deux groupes de travail. Ce groupe de relecteurs a pu lui aussi faire des remarques, des commentaires, permettant à ce moment-là de faire des ajouts, de compléter, de faire d'amender en tout cas les différentes recommandations qui étaient proposées. Et le fruit de tous ces travaux, c'est effectivement les recommandations qui vous sont mises à disposition.
Je vais laisser la parole à Magali Bourdelin qui va nous expliquer comment sont structurées ces recommandations et puis très concrètement les différents documents que vous pouvez retrouver, que vous retrouvez, qui sont mis à disposition. Merci Manuela. Cette recommandation est construite dans une approche qui est chronologique et qui s'appuie sur les différents temps du parcours d'autonomie de la personne concernée jusqu'à la sortie effective des dispositifs de protection de l'enfance. Le premier chapitre invite aux pratiques professionnelles à développer au préalable de tout accompagnement d'un adolescent à la sortie des dispositifs. Cet accompagnement, il est construit bien avant la majorité dans cette dynamique du coup de préparation du projet d'accompagnement à l'autonomie, le fameux PAA, dont on reparlera plus largement dans le premier focus. Puis ensuite, les 4 chapitres suivants déclinent les étapes identifiées dans ce processus progressif d'accès à l'autonomie jusqu'à la sortie effective des dispositifs. Concernant les vulnérabilités spécifiques, il est important de préciser que celles qui apparaissent dans le document de recommandation de bonne pratique sont celles qui sont identifiées par la littérature comme venant majorer les potentielles difficultés qui peuvent être rencontrées auprès d'un public qui est déjà fragilisé par son parcours de protection. Et il s'agit bien du cumul de ces difficultés qui est à prendre en compte dans le PA à construire afin de répondre au plus près du coup des besoins des personnes concernées par ces situations. Le choix d'intégrer du coup les vulnérabilités spécifiques au second chapitre de la recommandation rend ce chapitre assez conséquent, certes, mais s'inscrit dans la cohérence du coup de cette approche chronologique qui est déclinée dans l'ensemble du document. Concernant les documents justement que vous retrouvez donc sur la page web du site de la Haute Autorité de Santé, vous avez le document de recommandation de bonne pratique et sa synthèse qui vous permet d'identifier assez rapidement dans le cadre de la synthèse les messages clés et les chapitres correspondants pour aller plus loin, au besoin, au regard aussi des missions et des métiers que vous occupez. Puis 6 outils qui sont déclinés à la fois en annexe dans la recommandation et accessibles aussi directement sur la page web, avec 2 logigrammes qui présentent le cadre administratif et le parcours pénal, une checklist plutôt construite à destination des professionnels de l'accompagnement, une frise du temps à mettre en perspective, mais construite, elle, pour le jeune, une boîte à outils et une présentation de certains dispositifs pour vous permettre d'avoir voilà, des propositions de dispositifs existants et inspirants. Concernant du coup le public visé par cette recommandation, donc elle s'adresse aux jeunes de 16 ans au moins et majeurs qui sont concernés bien sûr par leur majorité durant leur parcours, qui relèvent d'un accompagnement administratif ou judiciaire, civil comme pénal, et qui bénéficient d'une mesure d'accueil ou d'un module de placement dans le cadre pénal ou encore d'un accompagnement en milieu ouvert. Les principaux destinataires sont bien évidemment les établissements et les services en charge de ces accompagnements éducatifs, qu'ils soient publics ou associatifs, habilités par les services de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse. Et bien évidemment, les services départementaux de l'ASE et les services territoriaux de la PJJ. Je vais laisser maintenant la parole à Renaud pour vous présenter les leviers et les messages clés de cette recommandation. Merci Magali, bonjour à toutes et à tous. Alors je vais me charger de vous présenter les leviers et messages clés de cette recommandation. Alors les leviers pour commencer. Les leviers principaux, identifiés comme propices à la qualité de l'accompagnement vers l'autonomie, sont de 2 ordres. Tout d'abord, certains principes d'accompagnement, qui sont qualifiés de principes essentiels d'accompagnement dans la recommandation, doivent être inscrits dans les documents institutionnels, comme le projet d'établissement par exemple, afin de représenter des principes d'action, un cadre d'intervention à chaque phase du parcours d'accompagnement. Et la déclinaison opérationnelle de ces principes essentiels est animée et portée par le management de l'établissement ou du service. Alors, quelques exemples de ces principes essentiels. Tout d'abord, l'autonomie est pensée dans une approche globale, ce qui veut dire que les différentes dimensions de l'autonomie, relationnelle, sociale, fonctionnelle et autres, se complètent et ne sont pas cloisonnées les unes les autres. Du coup, le travail d'accompagnement se veut proposer une réponse globale aux besoins du jeune. Deuxième principe essentiel, le travail d'autonomisation est construit pour offrir une progressivité qui est adaptée à la situation du jeune qu'on accompagne. Troisième principe, le travail d'autonomisation s'appuie sur l'expérimentation de situations d'autonomie par le jeune, mais on va y revenir un petit peu plus tard dans le déroulé de ce webinaire. Enfin, dernier exemple de principe essentiel, les relais entre les différents professionnels accompagnant le parcours du jeune sont anticipés. Ensuite,
Le deuxième ensemble de leviers identifiés relève de la mise à disposition des professionnels des moyens nécessaires à la mise en œuvre du projet d'accès à l'autonomie. Ces moyens relèvent en premier lieu de la mobilisation des outils dédiés à l'accompagnement du jeune. Alors, ces outils, ils sont de différentes natures. Il y a des démarches projets et les documents issus de ces démarches projets, comme par exemple la démarche projet pour l'enfant. Il y a également tous les outils de l'accompagnement socio-éducatif, comme la pérédance, le mentorat ou les ateliers éducatifs. Et il y a encore la possibilité de s'appuyer sur une offre de service au niveau de l'établissement du service qui soit diversifiée et adaptée. Ces moyens relèvent ensuite de la coordination avec les partenaires. Et cette coordination se fait à travers des temps de travail qui sont consacrés au repérage, à la structuration et à l'animation de certains partenariats. Ces moyens relèvent enfin, pour les professionnels, d'une garantie de pouvoir pour eux s'appuyer sur des espaces et des pratiques de soutien qui sont spécifiques. On a pensé notamment aux groupes d'analyse de la pratique professionnelle, aux réunions d'analyse de situations pluridisciplinaires. Alors, pour accompagner la mise en œuvre de ces leviers, la frise du temps ou la checklist, qui sont annexées à la recommandation, vont vous aider potentiellement à construire de la progressivité dans le PA. Et la boîte à outils et la présentation de certains dispositifs peut vous faciliter dans votre travail de mobilisation de certains dispositifs existants. Alors, concernant les messages clés, les bonnes pratiques centrales dans l'accompagnement vers l'autonomie peuvent être synthétisées ainsi. Il est recommandé d'anticiper les séquences successives d'accompagnement. Il est également recommandé d'informer le jeune et de lui permettre d'expérimenter progressivement sa situation d'autonomie. Alors l'intensité de l'accompagnement est à construire avec le jeune, au regard de ses besoins, de ses capacités, puisqu'il n'existe pas vraiment de parcours parfait garantissant à n'importe quel jeune d'arriver au bon niveau d'autonomie au moment de sa sortie du dispositif. Et pour vous donner un exemple, l'accueil en unité de semi-autonomie, il est très régulièrement réfléchi pour des grands adolescents, il est beaucoup moins souvent réfléchi pour des jeunes majeurs. Or nous, dans la recommandation, invitons à réfléchir, puisqu'il peut tout à fait y avoir des situations pour lesquelles l'accueil en semi-autonomie est fort indiqué pour un jeune majeur. Dans la recommandation de bonnes pratiques, ces pratiques, elles sont détaillées par thématique, par dimension de l'autonomie, et elles sont construites pour offrir une progressivité, et cette progressivité, vous la repérez à la lecture des chapitres 2 et 4. Dans le même ordre d'idée, il conviendra d'anticiper et de prendre en compte toute vulnérabilité spécifique venant majorer les difficultés du jeune lors de son accès à la majorité. Dernier élément centraux de cette recommandation, présenter aux jeunes les aides auxquelles il peut prétendre de droit, que ces aides relèvent des dispositifs de protection de l'enfance, mais qu'elles relèvent également du droit commun, notamment via les actions, par exemple, de la polyvalence de secteur ou de la caisse primaire d'assurance maladie, et également des dispositifs un peu plus spécialisés, notamment les dispositifs qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Deux derniers messages centraux: connaître les missions et compétences de son réseau partenarial afin de le mobiliser au moment opportun, en fonction des besoins identifiés avec le jeune, en veillant systématiquement à garantir les relais entre intervenants, qu'ils soient professionnels ou non. Et enfin, marquer la sortie du jeune par un temps de convivialité, symbolisant la fin de l'accompagnement. Merci Renaud pour ces éléments. Je vous propose de passer au premier focus. En début de présentation, comme je vous le disais, nous avons fait le choix d'utiliser le terme formalisation de l'accompagnement jeune majeur. Donc maintenant, très concrètement, je vais laisser la parole à Lucie Lachaud et à Magali Bourdelin pour nous dire comment on élabore dans la pratique et comment on formalise cet accompagnement du jeune majeur. Je vous écoute, mesdames. Merci Manuela. Effectivement, nous allons vous proposer d'aborder ce changement de paradigme concernant donc la formalisation de l'accompagnement jeune majeur dans ce premier focus, qui est particulièrement lisible dans le chapitre 3 de la recommandation. En effet, dès l'introduction générale, et comme le précisait Manuela tout à l'heure dans le cadre du contexte, un certain nombre de définitions sont rappelées très rapidement dans le document afin de bien comprendre le sujet. Et à cette occasion, il est rappelé que la terminologie comme le contrat jeune majeur ou encore la contractualisation, si ce sont des termes fréquemment employés sur le terrain, elles demeurent dans les faits infondées juridiquement. Aussi, il est important de rappeler que le législateur y prévoit bien une continuité, du coup, dans les projets d'accompagnement, donc du PPE au PAA, le projet d'accès à l'autonomie, qui devient bien l'instrument, du coup, de formalisation de l'accompagnement jeune majeur. Comme je le disais tout à l'heure, cet accompagnement, évidemment, il se met au travail bien avant la majorité, et notamment dans le cadre de l'entretien de préparation à l'autonomie, sur le terrain communément appelé l'entretien des 17 ans, qui, dans les faits, en tout cas, comme le texte de loi le précise, c'est
au plus tard à 17 ans qui doit être réalisé. Et ce PA, il permet donc d'inscrire les besoins du jeune, ses demandes, ses ressources, ses envies. Et à la perspective de l'ensemble de ces éléments de lecture, ça met en exergue les besoins qui nécessiteront d'être soutenus et d'être accompagnés. Cette terminologie, elle vient également rappeler donc, qu'il ne s'agit pas de contrat, comme vous l'aurez compris, qui pourrait être soumis à des conditions d'octroi ou dans une durée, qui pourrait être définie au regard d'objectifs fixés et à atteindre. Mais la dynamique de durée, elle est bien mise en œuvre au regard de la perspective du temps qui sera nécessaire à déployer pour accompagner le jeune dans le cadre de son PA qui aura été défini par le jeune lui-même. Le législateur, il pose aussi clairement l'accès de droit, rappelé donc, dans la loi de février 2022, comme un acquis pour les jeunes précédemment confiés, en rappelant que c'est un acquis de droit si ces jeunes-là ne bénéficient pas du coup de ressources et de soutien familial suffisant, comme le rappelle du coup l'article 222.5 du CASF. Et le PAA constitue donc le dernier projet d'accompagnement du coup du jeune par les services de protection de l'enfance. Et il sera donc nécessaire, bien évidemment, de l'ajuster au regard de l'évolution de la situation de chaque personne concernée. Pour les jeunes qui n'auraient pas fait l'objet d'une mesure d'accueil durant leur minorité, donc qui soient pris en charge dans un cadre pénal ou encore qui ne soient pas connus par les services de protection de l'enfance durant leur minorité, il conviendra donc de solliciter cet accompagnement auprès de l'autorité compétente. Je laisse maintenant la parole à Lucie pour préciser plus concrètement du coup le contenu de cette séquence de formalisation. Merci Magali. Alors tout d'abord, il est important de préciser que la formalisation de ce passage à la majorité, il vient s'inscrire dans la continuité du travail engagé avec le jeune durant sa minorité, et notamment dans le cadre du PPE et de l'entretien des 17 ans. Elle se réalise auprès de l'autorité compétente et elle prend en compte 3 éléments fondamentaux. En première intention, il est nécessaire de soutenir le rôle central du jeune dans la définition de son projet et des actions à mener pour y parvenir. Il convient de lui donner ou de lui redonner l'information nécessaire pour l'aider dans ses choix et dans la hiérarchisation de ses priorités. Il faut tenir compte de plusieurs éléments. Tenir compte d'abord des demandes formulées par le jeune lui-même, même si elles ne correspondent pas toujours à ce que nous, professionnels, nous avons projeté pour lui, et des moyens mobilisables pour les satisfaire. Par exemple, là, j'échangeais encore récemment avec une assistante familiale qui accueille une jeune qui va avoir 18 ans dans quelques semaines et qui est extrêmement anxieuse et qui est en demande de rencontrer un psychologue. Et ben, dans ce cas précis, c'est à nous de mobiliser les moyens pour répondre à sa demande avant d'exiger autre chose de sa part. C'est son besoin, sa demande du moment. On peut aussi se contenter, voilà, de pour l'instant essayer de répondre à ce besoin-là dans un premier temps. Tenir compte également de la temporalité du jeune, c'est-à-dire de là où il en est. Par exemple, accepter des temps de vide, des temps de rien qui sont inhérents à l'adolescence. Et dans ce cas précis, garder des objectifs minimes pour maintenir le lien. Ou alors, comme évoqué tout à l'heure, s'autoriser à poursuivre un accueil en semi-autonomie à la majorité du jeune s'il n'est pas prêt encore à assumer la solitude dans un appartement autonome. Alors, on composera évidemment avec la réalité du terrain et avec les moyens et services concernés par l'accompagnement. Tenir compte également de l'évaluation faite par le jeune lui-même et par les professionnels, des évaluations qui parfois peuvent d'ailleurs diverger, et auquel cas on peut se dire que c'est un très bon support à la discussion. Certains jeunes peuvent avoir tendance à se sous-estimer ou se surestimer dans telle ou telle dimension de l'autonomie, et dans ce cas, c'est intéressant de pouvoir en échanger. Je rappelle à ce propos que les dimensions de l'autonomie qu'on retrouve dans les grilles d'évaluation, dans les différents outils, elles doivent servir simplement de repères, ce ne sont pas des objectifs en soi. Elles viennent servir des objectifs, mais ce n'est pas une checklist pour le jeune où il doit cocher toutes les cases. Et enfin, tenir compte de ces différentes mises en situation d'autonomie, c'est-à-dire des expérimentations qu'il aura pu faire, avec ou sans l'aval des professionnels d'ailleurs, et de ce qu'il en a tiré. Par exemple, encore une fois, un jeune qui a pu expérimenter plusieurs fois la solitude dans des appartements de semi-autonomie ou chez une assistante familiale, voilà, qui se sent prêt du coup à enfin aller dans un logement autonome, voilà, on va pouvoir travailler avec lui sur cette acquisition progressive de l'autonomie et s'appuyer sur les compétences qu'il aura développées pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans son projet, ou encore des expériences de voyage. Là, je pense à une jeune notamment de mon service qui est partie en Irlande pendant plusieurs semaines, travailler dans un centre équestre dans le cadre d'un échange scolaire. Voilà, là, c'est comment est-ce qu'on travaille sur les compétences que le jeune a acquis pendant ces différentes expériences et comment on en fait une ressource sur laquelle s'appuyer.
Toujours en lien avec ce principe de rôle central du jeune, le professionnel se doit de l'accompagner dans la réalisation donc, de son projet, de ses priorités. Au besoin, il peut l'inciter, l'aider à identifier des objectifs intermédiaires, alors aussi modestes soient-ils, et un plan B si toutefois son projet de départ était trop ambitieux. Ensuite, dans le cadre du suivi du jeune, le professionnel doit avoir le souci d'ajuster régulièrement et conjointement avec le jeune son projet d'accès à l'autonomie. Alors, en définissant les interventions qui seront portées spécifiquement par l'établissement, l'assistante familiale ou le référent ASE, en modérant progressivement l'accompagnement sans pour autant donner le sentiment d'un lâcher-prise à la majorité. Il est essentiel de mettre du sens au fur et à mesure à la façon dont on accompagne le jeune. Cela implique des rencontres régulières qui sont indépendantes d'une éventuelle échéance du PA. Les échéances ne sont pas celles d'un contrat, mais sont celles dictées par les objectifs fixés avec le jeune. Les dates de rencontre peuvent être posées d'une fois sur l'autre, ce qui est un moyen de montrer aux jeunes que le fil est continu. On réajuste aussi en mobilisant les ressources du jeune, que ce soit la famille ou toute autre personne de confiance, le réseau amical, professionnel, d'anciens travailleurs sociaux, ou encore le parrainage et le mentorat, qui sont d'ailleurs inscrits de manière systématique pour les MNA dans la loi de 2022. Ces ressources auront été pensées, dans la mesure du possible, bien en amont de la majorité. En effet, l'ancrage affectif favorisera l'acquisition d'une autonomie affective difficilement dissociable de l'autonomie fonctionnelle. Concrètement, sur le terrain, ce seront des personnes qui devront être conviées aux rencontres et aux ajustements du PRA. Enfin, il sera nécessaire de mobiliser les partenaires en précisant les modalités d'intervention conjointes ou spécifiques et en garantissant les relais entre intervenants, professionnels ou non, en vue de prévenir les risques de rupture dans le parcours du jeune. Le travail en réseau partenarial sur les territoires est vraiment la clé de ce passage de relais. Là encore, il pourrait être pertinent de les convier au temps de rencontre avec le jeune lors des ajustements du PRA. Et ça permettra aux jeunes d'identifier qui peut le soutenir et pourquoi, et qui peut s'engager auprès de lui et pourquoi. Lorsque la situation du jeune le nécessite, le PA fixera l'articulation des différentes démarches projets, type PAG, PAI, DCPC et tout autre support de formalisation d'accompagnement spécifique à un service ou à un établissement. Et enfin, dernier point, il est nécessaire de prendre en considération le refus ou l'absence de sollicitation du jeune. Effectivement, dans le cas d'un refus du jeune précédemment confié ou d'une absence de sollicitation pour les jeunes accompagnés en milieu ouvert, il est nécessaire de prendre en compte ce positionnement. En ce sens, il sera primordial de s'assurer que les dispositifs d'aide ont été clairement expliqués et compris par le jeune, avant de lui présenter les dispositifs d'aide et de soutien auxquels il pourra se référer en cas de besoin, alors type service social départemental, CHRS, association d'anciennes personnes concernées, etc. Il sera important de mener à terme certaines démarches dans le temps restant. Et le cas échéant, les services de protection de l'enfance engageront les relais nécessaires avec les services de droit commun, rendront les effets personnels aux jeunes concernés, lui rappelleront le droit à la consultation de son dossier personnel, si cela n'a pas encore été fait, le droit au retour jusqu'à ses 21 ans, et pour cela, je vous renvoie au logigramme du cadre administratif, notamment pour les voies de recours entre 18 et 21 ans. Et enfin, lui rappeler l'entretien proposé systématiquement 6 mois après la sortie des dispositifs de protection de l'enfance. Et parce qu'il est important de prendre le temps de se dire au revoir, les professionnels pourront acter symboliquement la fin de l'accompagnement par le biais d'une rencontre avec un cadre du service ou de l'établissement qui l'accompagne ou par un temps de convivialité. Et si le jeune est insaisissable, un courrier pourra lui être envoyé avec les informations nécessaires. Merci Lucie, merci Magali. Merci de nous avoir rappelé le rôle central du jeune et puis tous ces derniers éléments. Alors justement, la dernière phrase, c'était sur le droit au retour. Donc je vais laisser la parole à Maëlys Grondin, à Renaud Hard, qui vont nous expliquer très concrètement comment on expérimente justement l'autonomie dans le cadre de l'accompagnement. Je vous laisse la parole. Merci Manuela. Je vais commencer la présentation de ce deuxième focus consacré effectivement à l'expérimentation de l'autonomie dans le cadre de l'accompagnement. Alors, quelques éléments introductifs. Un des messages centraux de cette recommandation de bonne pratique est qu'il convient d'adapter, plus ou moins progressivement, les modalités d'accompagnement du jeune en vue de le confronter à des situations concrètes lors desquelles ses capacités d'autonomie vont être mobilisées. Ainsi, il faut développer des espaces, des outils, des dispositifs qui vont permettre cette expérimentation dans l'établissement ou dans le service, mais aussi autour de cet établissement ou de ce service, donc dans le milieu familial, dans le milieu professionnel, dans le milieu scolaire.
Alors pourquoi ce message central dans la RBPP? Tout d'abord, l'intérêt des temps d'expérimentation dans le processus d'autonomisation de l'adolescent est démontré. L'expérimentation est nécessaire, elle est essentielle au processus de développement de l'adolescent. Et le jeune, dans cette recommandation, est un adolescent avant tout, qui éprouve le besoin d'explorer, de nouer des relations, de vivre ses propres expériences. Deuxième élément, tant la littérature étudiée que le travail avec les deux groupes de travail confirment la nécessité de mettre le jeune en responsabilité, en situation d'expérimenter cette autonomie dans la perspective de son accès à la majorité. Troisième élément, il n'existe pas toujours d'autres moyens que l'expérimentation pour travailler l'autonomisation, quand bien même cette expérimentation elle est de nature à générer des risques pour le jeune. Enfin, expérimenter, c'est projeter le jeune dans une forme d'après la protection de l'enfance, quand les services de protection de l'enfance ne pourront plus intervenir. L'expérimentation, elle permet de travailler, en d'autres termes, l'absence à venir des interventions des professionnels de protection de l'enfance. Alors, il y a un certain nombre de constats qui ont été pris en considération également pour proposer ces recommandations de bonnes pratiques relatives à la mise en situation d'autonomie des jeunes. Tout d'abord, en grandissant, les enfants, et notamment les enfants placés, sont moins susceptibles de faire certaines expériences de l'autonomie que les jeunes en population générale. Ça peut être compliqué d'inviter un copain au sein de l'établissement, ça peut être compliqué d'aller dormir chez un copain, ça peut être plus compliqué de passer de permis de conduire. Voilà, il y a toute une série d'éléments qui sont de nature comme ça à empêcher certaines expériences assez communes d'autonomie pour un adolescent. Deuxième constat, et on vient de le présenter, la loi du 7 février 2022, elle renforce assez clairement la possibilité de développer pour et avec le jeune ces temps d'expérimentation. Troisième élément, toutes les dimensions de l'autonomie, telles qu'on les a définies dans le document de recommandation, se prêtent à l'expérimentation. On peut penser naturellement à l'expérimentation autour de l'hébergement ou de la scolarité, mais on peut expérimenter dans le cadre du développement du réseau relationnel, on peut expérimenter dans le cadre de la prise en charge de sa santé par le jeune, on peut également expérimenter autour des démarches administratives ou citoyennes. Dernier élément de constat, de nombreux établissements et services aujourd'hui développent déjà des pratiques qui visent à permettre ces temps d'expérimentation, et la fiche de présentation de certains dispositifs vous en présente quelques-uns. Alors, quelle est la place de ces temps et de ces pratiques d'expérimentation dans la recommandation? Eh bien, ces pratiques, elles ont vocation à être déployées tout le long du processus d'accompagnement de l'adolescent vers sa sortie de dispositif en tant que jeune majeur, dès 16 ans, bien évidemment, dans une logique d'intensification à chaque fois que c'est possible. En tout état de cause, ce travail sera absolument à mener aux 18 ans ou à partir des 18 ans du jeune. Et si ce travail n'était pas concluant, il conviendrait de réfléchir à des dispositifs particuliers de soutien. Je vais maintenant laisser la parole à Maëlys, qui va vous présenter l'expérimentation telle qu'elle est perçue du point de vue des jeunes accompagnés. Alors bonjour à tous. Durant le groupe de travail avec les autres jeunes majeurs, on a décelé certains avantages justement à l'expérimentation. Alors ça peut être des impacts positifs sur la confiance en soi du jeune, sur sa capacité à pouvoir se projeter à plus ou moins long terme. Et on a également décelé certaines conditions, entre guillemets, qui peuvent être réunies afin de rendre l'expérimentation plus effective. Alors tout d'abord, il y a le regard que le travailleur social ou l'éducateur a sur le jeune quand le jeune prononce son projet. Alors, par moment, effectivement, un jeune peut dire: «Oui, bah, moi, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça». Ça paraît peu concret ou ça paraît parfois, tout simplement, un peu, incongru. Mais si c'est la vision que le jeune a de son avenir à 2 ou 3 ans, après sa sortie, c'est important de l'accompagner, mais c'est également important d'en discuter avec lui, de lui dire: «Bon, bah, je vois un peu de quoi tu parles et pourquoi pas essayer ceci, de pourquoi ne pas essayer cela?» Et là, on arrive sur l'expérimentation. L'expérimentation est importante pour déjà bien ficeler un projet d'avenir, mais également pour pouvoir se rendre compte ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le fameux droit à l'erreur. Quand j'ai commencé mes études, j'ai fait du droit. Maintenant, je suis en géographie, donc on voit bien qu'il y a eu un changement de parcours entre-temps. Et je m'étais tellement mis dans la tête que je ne pouvais pas échouer parce que j'étais placée, parce que ceci, parce que cela, que lorsque j'ai échoué comme la plupart des étudiants en première année de droit et que je l'ai dit à ma nounou, elle m'aurait dit: «Bah oui, enfin, comme la plupart des étudiants, tu n'as pas eu ta première année, c'est pas bien grave». Mais c'est pour prouver à quel point rassurer le jeune sur le fait qu'il peut échouer, que ce n'est pas un drame en soi et que c'est même parfois utile pour mieux se relever, le fameux reculer pour mieux sauter, ça a un impact sur la vision qu'il aura de lui-même et sur la vision qu'il aura à se projeter.
Ensuite, il y a une deuxième recommandation, entre guillemets, qui ne vient pas, enfin, qui n'est pas évidente, mais qui rentre tout à fait dans, dans cette dimension d'expérimentation. C'est un jeune qui n'a jamais participé de sa vie ou à qui on ne lui a jamais demandé son avis sur tel ou tel sujet, même les plus minimes qui soient. Ça sera compliqué pour lui à 18 ans ou à l'aube de ses 18 ans de dire, bah oui, bah moi j'aimerais bien faire ça. Je suis engagée pour la participation depuis des années et j'ai vu un réel impact sur le fait de demander l'avis des jeunes sur peu importe le sujet, hein. J'ai l'habitude de dire que pour mieux protéger, il faut participer, mais pour mieux se projeter, il faut également mieux participer. Donc on a des enfin, des conseils qui sont donnés avec la loi de 2002. Sur les conseils de jeunes, sur les EVCJ, c'est propre à l'association SOS Enfants, mais je sais qu'il y a des exemples similaires dans d'autres dispositifs de la protection de l'enfance. Mais si on veut engager les jeunes à expérimenter, engager les jeunes à pouvoir se projeter, il est important, dès leur plus jeune âge, parce qu'il y a quand même des jeunes qui vivent dans leur structure depuis enfin, pendant une dizaine d'années, dès leur plus jeune âge, voilà, leur demander leur avis et également les accompagner à l'autonomie. Ça peut être, bah voilà, tu peux, qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça, mais rien que le fait qu'on lui a demandé son avis, ça compte. Et enfin, il y a un pan de l'expérimentation sur lequel j'aimerais vraiment beaucoup un petit peu plus en parler, c'est le droit au retour. Le droit au retour est, à mon sens, quelque chose de très important parce que il faut comprendre qu'à 18 ans, il y a des jeunes qui sont encore en paix avec la protection de l'enfance, mais il faut aussi comprendre qu'il y a des jeunes qui en ont ras-le-bol. Et ça peut se comprendre parce que quand on a grandi et qu'on a eu, pour ceux qui ont, entre guillemets, eu le moins de chance, on a grandi dans plusieurs familles d'accueil ou dans plusieurs foyers et qu'on ne s'est jamais réellement posé, bah, on peut le comprendre qu'à 18 ans, oui, effectivement, on aimerait bien les voir ailleurs. Et il y a également le fait que beaucoup d'enfants et de jeunes n'ont jamais grandi avec leurs parents. Et il y a toujours ce petit côté de se dire, mais comment c'est chez ma famille? Parce que d'accord, j'étais en foyer, j'ai connu la protection de l'enfance, mais comment c'est à la maison, enfin dans l'autre maison, là où je n'ai jamais grandi. Et c'est important aussi pour le jeune de lui dire, bah écoute, on comprend ton vœu, on comprend ton souhait, on t'accompagne. Tu n'as plus envie d'entendre parler de la protection de l'enfance, il n'y a pas de problème. Comme pardon, comme Madame Lachaud et Magali l'ont dit tout à l'heure, dans 6 mois, on se rappelle, on fait le point. Si jamais tu sens que ça ne va pas, il n'y a pas de problème, tu peux faire des pas en arrière. Et c'est surtout pas un échec. Un jeune qui mobilise son droit au retour, ce n'est pas un échec, c'est une réussite. Parce que, enfin, moi, je le vois comme une réussite, tout simplement. Ça demande une certaine forme d'humilité, de se rendre compte que le choix qu'on avait fait à 18 ans et que 6 mois plus tard, ou 6 mois ou 1 an plus tard, voire même un peu plus, c'était pas finalement la meilleure idée qui soit. Ça demande une forme de remise en question. C'est moi, je le vois vraiment comme une réussite. Et ce n'est pas, c'est pas quelque chose de mal. On échoue tous d'une certaine façon. Je ne vois pas pourquoi les enfants qui étaient placés n'auraient pas le droit de reculer. À titre d'exemple, ma petite sœur, elle a pas eu le même parcours en protection de l'enfance que le mien. Ça a été plus compliqué. Sa sortie de foyer a été bien plus difficile que la mienne. Ce qui fait que en pleine grossesse, en plein hiver, elle a dit, moi j'en ai ras. Enfin, elle a été accompagnée d'une façon différente que moi j'ai pu être accompagnée. Et elle a dit, voilà, moi j'en ai marre. Et puis la personne en face lui a pas forcément dit, bah oui, mais Eunice, on pourrait essayer ici, on pourrait essayer ça. Elle lui a dit, bah t'en as marre, d'accord, t'en as marre. Et elle n'a pas eu ce côté dans 6 mois, tu nous rappelles. Dans 6 mois, on se rappelle et on voit comment ça se passe. Elle n'a pas eu ça. Et elle a vécu une grossesse atroce, faut dire le terme. Elle a vécu une grossesse très difficile. Elle était seule. Et c'était au moment où elle avait le plus besoin justement d'être accompagnée et au moment où elle aurait pu mobiliser son droit au retour, on ne lui a pas donné cette carte. Donc, pour moi, ça, c'est un exemple très concret de pourquoi il est important de permettre tant l'expérimentation des jeunes et tant de leur dire, vous avez le droit de revenir. C'est peut-être pas l'idéal pour vous maintenant, mais il y aura toujours quelqu'un. Appelez, il y aura toujours quelqu'un pour répondre. Donc voilà, c'était les petites choses sur lesquelles je trouvais important d'insister et je vous remercie pour votre écoute. Merci Maëlys. Je vais finir ce focus avec quelques éléments relatifs aux pratiques d'accompagnement de ces expérimentations par les professionnels. Alors les expérimentations, pour schématiser, s'appuient sur 2 principes d'action un peu généraux. Une expérimentation, ça se structure autour d'une séquence d'accompagnement théorique qui consiste à
donner de l'information à permettre que le jeune soit informé d'une situation donnée, le laisser expérimenter et évaluer avec lui la progression qu'il connaît dans le cadre de cette expérimentation, et dans un troisième temps, autant que faire se peut, consolider les acquis. Le deuxième élément de principe, c'est que la mise en situation du jeune peut être, elle est souvent d'ailleurs, organisée à partir de l'établissement du service de protection de l'enfance, mais elle doit aussi mobiliser autant que faire se peut les interventions des ressources personnelles du jeune et des partenaires qui sont pertinents. Dans ces partenaires, on peut citer l'éducation nationale, les missions locales d'insertion, le CROUS, les maisons de santé, les professionnels de l'accueil, hébergement, insertion. Voilà, pour donner quelques exemples. Pour engager ces temps d'expérimentation, comment prend la décision? Les décisions, elles s'appuient sur quoi? Elles s'appuient en premier lieu sur le projet du jeune, ses demandes et ses priorités. Elles vont s'appuyer également, ces prises de décision, sur les modalités et capacités d'intervention des services éducatifs qui accompagnent ce jeune. Et enfin, elles vont s'appuyer aussi sur la connaissance et la potentielle mobilisation tant des ressources existantes dans l'environnement du jeune, qu'on va appeler les ressources personnelles du jeune, que de la connaissance des dispositifs existants qui sont déployés par d'autres établissements ou de services de protection de l'enfance ou par certains des partenaires que je citais précédemment à titre d'exemple. Enfin, il faut noter que la prise de décision, elle peut impliquer l'établissement ou le service et l'autorité départementale ou l'autorité décisionnaire en fonction des territoires et des champs d'expérimentation. Elle peut aussi se construire strictement à partir de l'établissement du service de protection de l'enfance. Comment on évalue les acquisitions du jeune liées à ces expérimentations? Alors tout d'abord, la recommandation invite à utiliser ou à s'appuyer sur des outils tant d'auto-évaluation, voilà, de la progression dans l'autonomie, outils d'auto-évaluation donc qui sont manipulés par le jeune directement, que d'outils d'évaluation plutôt destinés à des professionnels. À titre d'exemple, il y a un guide qui a été publié par la préfecture Île-de-France en 2019 qui offre voilà, les deux versants voilà, de ce travail d'un côté d'auto-évaluation et de l'autre côté d'aide à l'évaluation de la part des professionnels. Mais il y a d'autres voilà, techniques éducatives ou pratiques éducatives qui permettent d'évaluer la présence et de l'observation pluriprofessionnelle auprès du jeune, la visite de son lieu de vie, des échanges avec l'entourage et avec les partenaires, ou beaucoup plus prosaïquement, le suivi de l'effectivité de la réalisation des démarches ou de l'assiduité scolaire ou de la progression scolaire. Et à cet égard, la checklist, par exemple, pourra vous donner des éléments d'aide pour mener ce travail-là. Enfin, pour terminer et laisser la place au temps de questions-réponses, quelques actions spécifiques de soutien aux professionnels qui ont vocation à faciliter la conception et la mise en œuvre de ces expérimentations. Bien évidemment, la formation et l'information des professionnels, et nous avons insisté dans la recommandation pour dire que ça demandait du temps et qu'il fallait pouvoir dégager ce temps aux différents professionnels afin qu'ils fassent ce travail de prise d'information et qu'ils puissent bénéficier de formations voilà, adaptées aux besoins des jeunes qu'ils accompagnent. La mise à disposition d'outils adaptés, soit du côté des professionnels, par exemple un répertoire partenaire, ou des outils qui sont plus à destination des jeunes. Alors, on a pris l'exemple, par exemple, de l'application Zeli qui a été développée dans le département de Loire-Atlantique, que vous retrouverez dans la recommandation, ou des outils qui ont vocation à être utilisés par les deux, savoir le jeune et les professionnels, par exemple, un portefeuille de compétences. Il y a bien évidemment des éléments autour de l'organisation du travail et de la présence éducative en lien avec les besoins du jeune qui vont être de nature voilà, à permettre aussi de faciliter ces temps d'expérimentation. Et enfin, et on l'a déjà beaucoup dit, l'anticipation du travail avec les services partenaires, puisque les partenaires, ils ont leur propre logique d'intervention. Je vous remercie. Merci à tous pour ces éléments de présentation et puis aussi voilà, ces cas de figure très pratiques qu'on soit du côté des professionnels, comme a pu le faire Lucie Lachaud, et puis du côté du jeune, comme a pu le faire Maëlys Grondin. Donc, vraiment, merci pour tous ces éléments. Donc, on va effectivement passer au temps de questions-réponses. Alors, il y a des questions de plusieurs natures. Alors, on va peut-être commencer dans un premier temps par des questions qui concernent plus particulièrement les vulnérabilités spécifiques. On en a un petit peu parlé, c'est Magali et Lucie qui étaient intervenues un peu plus sur cette partie. S'agissant effectivement de certaines vulnérabilités, est-ce qu'elles ont été prises en compte dans ces recommandations et notamment, par exemple, les jeunes en situation de handicap ou les MNA, voilà. Est-ce que, à travers ces recommandations, on trouve justement des éléments par rapport à ces publics et à ces vulnérabilités? Magali, Lucie, peut-être? Alors effectivement, peut-être plus sur la construction du plan que j'ai présenté dans la structuration. Donc on est bien d'accord effectivement que les vulnérabilités spécifiques
vous sont proposés dans le second chapitre, autour effectivement de cette approche chronologique, comme on le disait tout à l'heure. Donc dans cette continuité, ça arrive dans ce second chapitre. Et la vulnérabilité spécifique de la situation de handicap, comme on l'a présenté tout à l'heure au regard de la littérature, et il s'agit bien de ce cumul, d'être à la fois concerné par un parcours fragilisé, par un parcours de protection, et à la fois d'être aussi en difficulté sur le plan d'un besoin plus spécifique, en l'occurrence dans le champ du handicap. Cette vulnérabilité, elle est bien abordée dans ce second chapitre, avec du coup une partie dédiée qui reprend différents dispositifs qui sont prévus pour essayer de construire, encore une fois, les réponses au plus près des besoins des personnes, avec des instances repérées du champ du handicap, en corrélation avec le secteur de la protection de l'enfance, et comment, dans ces articulations, l'idée est de trouver des leviers pour répondre, encore une fois, au plus près de la situation qui doit vous faire écho. Mais Lucie, tu as peut-être des exemples plus concrets. Non, ta réponse, elle est complète. Peut-être juste ajouter, notamment dans les services de l'ASE et enfin, dans les départements en général, bien avoir le souci d'être en lien en fait entre les différents services et notamment service ASE, service alors autonomie, personnes âgées, personnes handicapées, ça selon les départements, c'est pas forcément les mêmes appellations. En tout cas, voilà, bien travailler tout le temps en partenariat, en interservice, ASE avec le pôle mineur des services d'autonomie, pôle majeur aussi. Enfin voilà, que ça circule et qu'il y ait des temps de régulation très régulièrement, justement pour que les situations puissent avancer et qu'on prévoit cette sortie et dispositif de protection de l'enfance et dispositif handicap, voilà, qu'on aille vers le monde des majeurs de façon synchronisée. Voilà. Tout à fait. Et juste pour finir sur ces instruments, typiquement, je pensais, quand je parlais des outils plus spécifiques au champ du handicap, je pense notamment au GOS, du coup, au groupe opérationnel de synthèse, et qui permet effectivement de construire des perspectives, des pistes du coup concrètes dans la situation de la personne concernée. Et je vois aussi des questions que vous avez pu porter concernant la particularité de situation de jeunes en attente d'un accueil dans une institution après 21 ans. Vous avez un encadré aussi dans le document de recommandation qui aborde plus particulièrement les accompagnements passerelles, et qui sont justement typiquement ces dispositifs qui ont pour vocation d'accompagner ces temps de transition qu'on sait parfois particulièrement complexes d'un lieu d'accueil à un autre, d'un service à un autre. Et du coup, ça, vous le retrouverez toujours dans le chapitre 2. Merci. Plus particulièrement s'agissant des MNA, Renaud, peut-être que tu as des éléments de réponse à apporter sur, donc la prise en charge, l'accompagnement de ces jeunes jusqu'à leurs 21 ans. Est-ce qu'il y a des particularités, des spécificités? Et idem, est-ce qu'on retrouve quelques éléments, quelques pistes, dans les recommandations? Alors, il y a effectivement des particularités pour les mineurs non accompagnés qui accèdent à la majorité, pas que des particularités liées voilà, à la régularité du séjour en tant que majeur sur le territoire français. Mais je dirais que Magali l'a dit tout à l'heure, un mineur non accompagné, pour nous, c'est d'abord et avant tout un adolescent. Donc l'ensemble du corpus, on va dire, présenté dans la recommandation s'applique à lui. Et après, il y a des éléments spécifiques de pratique pour répondre voilà, à ces situations particulières de mineurs non accompagnés, notamment la question d'isolement, qui est fondamentale dans la prise en charge de ces jeunes. En revanche, la recommandation, bien sûr, elle aborde, elle cite les MNA, elle dédie une petite sous-partie aux MNA, mais on a produit, la Haute Autorité de Santé, à l'époque c'était encore l'ANESM, une recommandation complète sur l'accompagnement des mineurs non accompagnés. Mais du fait des âges d'arrivée des mineurs non accompagnés, qui arrivent quand même très, très, très majoritairement autour ou juste après leurs 16 ans et jusqu'à leurs 18 ans, cette recommandation, qui est quand même récente, puisqu'elle a été publiée à la toute fin de l'année 2017, elle est vraiment centré sur la préparation de la majorité et les premiers temps de la majorité du MNA devenu majeur, donc on l'appelle parfois jeune non accompagné, JNA. Ce qui fait que dans la recommandation dont on parle aujourd'hui, on a simplement fait un travail, je dirais, d'actualisation rapide des éléments qui sont présentés, qui sont extrêmement détaillés dans la recommandation de 2017, pour prendre en compte notamment
certaines des dispositions spécifiques de la loi de février 2022 voilà, qui s'adressent voilà, aux mineurs non accompagnés, par exemple la proposition systématique d'un parrainage pour les MNA, leur droit est informé, accompagné dans voilà, les différentes démarches, que ce soit des démarches auprès de la préfecture, du tribunal pour une demande de nationalité ou de l'OFPRA pour une demande d'asile. Mais le propos de la recommandation a été aussi de renvoyer à ce travail qui est beaucoup plus complet et qui propose une approche notamment autour de la clinique spécifique voilà, d'accompagnement de ces jeunes et de leurs besoins particuliers, notamment des besoins liés à la situation voilà, d'exil, au déracinement, à la question des relations avec leur famille, etc. etc. Peut-être simplement souligner que vous trouverez dans le chapitre 4 et dans le chapitre 5 quelques mentions et qui ont vocation à aider les professionnels par rapport à des jeunes qui, entre guillemets, ne s'autorisaient pas vraiment à dire qu'ils étaient en lien avec leur famille, avec leurs parents en tant que mineurs, bah, parce que voilà, on est mineur isolé ou on n'est pas mineur isolé. Et il y a aussi la possibilité en droit de proposer une réinstallation dans le pays d'origine et qui, à la majorité, vont pouvoir officiellement réentretenir des relations avec leur famille. Donc voilà, quelques éléments pour aider les professionnels à accompagner ces situations. Merci Renaud. Donc il y avait une question sur l'intégration, enfin la participation pardon, de MNA dans le groupe de travail, dans le groupe jeunes majeurs. Magali, Ah, si tu... Ah d'accord, comme je voyais Magali. non, mais je pense qu'on va dire la même chose. On a effectivement pu compter sur la présence d'un jeune majeur qui était arrivé en tant que MNA, donc en tant que mineur depuis l'étranger, qui était dans un parcours quand même de réussite universitaire et qui a donc contribué à l'ensemble des séances de groupe de travail. Donc, on a pu bénéficier de son expertise. C'était Chris Do, on le remercie encore. Merci. Alors, il y a d'autres questions, notamment autour des différents outils dont on a parlé, qui existent pour donc justement l'accompagnement de ces jeunes, le PPE, le PAA. Et nous avons justement une question autour du PAA et le rôle des parents. Est-ce que les parents ne devraient pas être associés systématiquement au PAA? Donc voilà, ce qui nous permet d'introduire aussi justement le rôle des parents dans cet accompagnement. Est-ce que Magali, Lucie, vous voulez intervenir? Oui. En effet, les parents peuvent être associés à ce PA s'ils l'ont été dans le cadre du PPE sur les années précédentes. Là, c'est effectivement selon la situation du jeune et de son parcours et d'une part la place qu'ont pris les parents pendant son parcours et aujourd'hui la place qu'il a envie aussi de leur laisser et de leur donner. J'ai envie de dire, à chaque situation, on réfléchira de façon différente, peut-être les associer le même jour, peut-être le faire en 2 temps, mais en tout cas, de s'interroger avec le jeune sur la place des parents quand on démarre un projet d'accès à l'autonomie, oui, bien sûr, c'est essentiel. C'est essentiel. Soit les parents prendront une place à la hauteur de leurs capacités, soit on travaillera peut-être à un retour, on verra leur positionnement. Et c'est vraiment aussi un moment où justement on voit des jeunes prendre conscience aussi, voilà, il y a une acquisition de maturité, de prise de recul un peu sur le parcours et sur l'histoire. Et donc, voilà, de pouvoir aussi avoir ces temps d'échange en présence des parents pour faire un peu un retour sur le parcours et sur l'avenir ensuite de voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre ce lien parent-enfant en tant que grand adolescent, puis d'adulte à adulte. Donc voilà, il n'y a pas une réponse il n'y a pas une réponse catégorique, c'est selon chaque situation, mais c'est évidemment pas du tout à exclure. Si. Toujours en termes d'outils qui peuvent contribuer à l'accompagnement, Maïlis, il me semble que c'est vous, tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez fait référence aux conférences jeunes. C'est ça, Maïlis? Vous en aviez parlé? Je parlais plus, oui, les CVS, les conseils de vie sociale, si je dis quelque chose, si je dis pas de bêtises. Alors, moi, j'étais dans une association où ils avaient un dispositif qui était propre au leur, mais je sais qu'il y a des équivalences qui existent dans des MEX ou même aussi chez des enfants qui sont placés en famille d'accueil. Ils sont eux aussi. Alors, en fait, c'est même comme c'est dans la loi, c'est un peu obligatoire. On est censé sonder les usagers de dispositifs. Alors, je ne sais pas exactement c'est quoi le cœur de la question, mais si En c'est... fait, c'est voilà, c'est cet outil-là, par exemple, conférence jeune, Oui, comment on peut l'utiliser, comment ça peut en venir fait, s'intégrer dans l'accompagnement justement des jeunes.
vers l'autonomie? C'est du petit à petit. Les jeunes arrivent, quand ils arrivent dans des dispositifs de protection de l'enfance, il est important déjà de commencer à les sonder sur leur propre parcours. Et généralement, le droit à la participation, il s'expérimente aussi dans le cadre de la protection des enfants. Euh, Tout simplement, par exemple, quand l'enfant va bientôt aller, il y a bientôt une audience et qui prépare la synthèse pour cette audience, bah ça, c'est une genèse de participation des enfants. Et cet exercice, plus il est effectué, plus voilà, on sonde les enfants. Ça peut être également dans des instances un peu plus officielles, avec des conférences jeunes, des CVS, des EVCJ, ENCJ, comme il y a dans l'association SOS Enfants, etc., etc. Le jeune, comme il aura été habitué à justement donner son avis sans non plus avoir la peur du jugement de l'adulte, arrivé à l'aube de sa majorité, quand on lui posera des questions un peu plus précises sur lui-même et sur comment il se voit à plus ou moins long terme, alors je dis pas qu'il aura réponse à tout, mais ça peut être une bonne piste sur, il n'y aura pas un blanc pendant 3 minutes à se regarder dans le blanc des yeux et je sais pas. Bah, parce qu'en fait, non, parce qu'il aura été habitué à parler, ou au moins il aura été habitué à ce qu'on lui pose des questions. Et le bah, je sais pas, ça pourrait être, j'ai pas une idée précise, mais peut-être que ça, ou j'ai réfléchi à ci, ou qu'est-ce que vous pensez de ça, et ainsi de suite. C'est plus facile de travailler avec un jeune qui a été habitué à participer qu'à travailler avec un jeune qui n'a jamais parlé de sa vie. Parce que quand on lui, enfin, souvenez-vous, quand vous étiez en classe, si vous n'êtes pas habitué à participer en classe et que le prof vous pose une question, vous n'êtes pas à l'aise. Mais si vous êtes habitué à participer en classe et qu'on vous pose une question, vous êtes plus à l'aise. Bah là, c'est pareil. Merci Maïlis. Donc, il y avait une question, mais je crois que les éléments que Maïlis a apportés viennent alimenter, en tout cas, donner quelques éléments de réponse par rapport à ces questions, parce qu'il y avait vraiment pas mal de questions autour justement de l'autodétermination, l'empowerment des jeunes. Et voilà, Maëlys, vous avez illustré justement comment ces différentes démarches peuvent être utilisées et combien elles sont bénéfiques. Je ne sais pas si, Lucie, peut-être vous souhaitez apporter des éléments en tant que professionnel, justement, comment on peut, ces concepts, ces différentes démarches d'autodétermination, de empowerment, comment on peut, en tant que professionnel, les mobiliser pour aider le jeune. Est-ce que vous auriez quelques éléments? C'est-à-dire que oui, c'est vraiment l'esprit hein, de cette recommandation, c'est-à-dire que c'est la prise d'autonomie dans sa globalité. Effectivement, elle en passe par là et par la confiance en soi, l'expérimentation de situations dans lesquelles le jeune il va pouvoir s'appuyer sur ses ressources, mais parce qu'on l'aura aidé aussi à les identifier. Donc après, c'est difficile de donner des exemples concrets, mais c'est des choses qui vont se réfléchir en fait dès le début de l'accompagnement. C'est même pas quelque chose qu'on va questionner seulement à 17 ou 18 ans. C'est dès le départ, comment est-ce on met vraiment l'enfant, puis le jeune comment dire, dans ce fameux rôle central et vraiment dans l'écoute de ses besoins et dans la valorisation de ses compétences. Donc, voilà, après la réponse de Maëlys, elle était vraiment, très très complète et ça passe par par des situations d'expérimentation, sur le lieu d'accueil, avec son assistant familial, et voilà. Et après pour revenir sur la question des conférences, alors je sais pas la personne qui a posé la question, effectivement, à quoi elle faisait référence exactement, mais c'est en tout cas, moi, je pense aux conférences familiales et conférences du jeune majeur, hein, qui sont effectivement beaucoup utilisées, notamment en Haute-Savoie. Et on est un petit peu sur ce modèle-là, en tout cas dans l'esprit. C'est effectivement où le jeune est en capacité de lui-même choisir de qui il a envie de s'entourer et sur qui il peut compter. Voilà, il a besoin, lui, en tout cas, d'être au centre de tout ça et d'être vraiment acteur de son projet. Voilà, c'est vraiment cette idée-là qui voilà, est très proche de celle des conférences du jeune majeur. Alors, on a une question un peu par rapport au cadre juridique, peut-être Renaud.
Alors voilà, quelqu'un qui nous dit, effectivement, hein, en début d'intervention, on a bien dit qu'on ne parlait pas de contractualisation, de contrat jeune majeur, qu'il n'y avait pas donc de fondement juridique. On dit que l'accompagnement, donc du jeune majeur est désormais, un droit. Hem, pour autant, donc une des personnes à nous voilà qui participe nous dit, est-ce qu'il n'y a pas une reconnaissance juridique indirecte donc du contrat jeune majeur? Parce qu'il y a une décision du Conseil d'État il n'y a pas très longtemps, en décembre 2022. Voilà. Est-ce que, via, cet élément de décision, quelque part, il n'y a pas une reconnaissance juridique du contrat jeune majeur? Voilà, ou est-ce que vraiment, comme on l'a dit au départ, il n'y a pas de fondement juridique et les termes qu'on a pu utiliser dans la recommandation? Je vais tenter de répondre à cette question. C'est vrai que j'aimerais connaître toutes les jurisprudences. Malheureusement, pourtant, j'en ai étudié un certain nombre avec Magali, mais je connais pas cette jurisprudence Conseil d'État juge des référés du 12 décembre 2022. On a quand même bénéficié de la relecture extrêmement attentive du propos de notre recommandation par des institutions dont on ne peut pas douter de la compétence juridique. Je ne les citerai pas, mais euh, euh, pour nous, on reste aujourd'hui dans une lecture qui consiste à penser que le contrat jeune majeur, en tout cas dans le sens d'un contrat synallagmatique, hein, en termes de droit civil, donc un contrat qui fixe des droits-obligations réciproques et qui, euh, face au non-respect de ces obligations, entraînerait la nullité des effets du contrat. Pour nous, c'est pas un contrat jeune majeur. L'accompagnement jeune majeur tel qu'il est redéfini aujourd'hui par la loi du 7 février 2022. En revanche, peut-être que la question, elle tourne autour de la pédagogie, entre guillemets, c'est-à-dire est-ce qu'un contrat, comment réussir à faire progresser un adolescent ou un jeune majeur s'il n'est pas incité à atteindre un certain nombre d'objectifs qui vont lui permettre petit à petit de progresser de façon à gagner en autonomie, à pouvoir envisager sereinement une sortie des dispositifs de protection de l'enfance. C'est un débat qui nous a beaucoup animés avec les différents groupes de travail, mais ça a été un petit peu dit précédemment. L'idée, c'est d'abord de considérer que l'accompagnement jeune majeur, c'est une mesure, je dirais, de protection de l'enfance, dans le sens où elle va d'abord avoir pour objectif de construire une réponse ou une aide à la réponse aux différents besoins d'un jeune tels qu'ils sont à la fois analysés par le jeune lui-même et par les différents professionnels qui l'entourent. Deuxièmement, aujourd'hui, on ne voit pas qu'est-ce qui pourrait justifier du côté de l'autorité décisionnaire l'arrêt d'un accompagnement en dehors des deux critères qui sont présentés dans l'article 222.5 du Code de l'action sociale et des familles, qui consiste à dire qu'il n'y a pas d'accompagnement majeur pour un jeune qui dispose soit d'un soutien familial suffisant, soit de ressources suffisantes. À aucun moment, on a pu repérer une jurisprudence qui dit « Ah, tel jeune, il y avait un attendu dans son accompagnement jeune majeur autour de la réussite de son CAP, autour de son accès à un logement, autour d'une reprise de contact formel avec telle ou telle personne, autour de tel autre élément, et qui aurait face à l'absence, entre guillemets, d'atteinte de cet objectif de la part du jeune, justifié un arrêt de l'accompagnement jeune majeur. Moi, je n'ai pas connaissance de jurisprudence qui valide, entre guillemets, cette position. Aujourd'hui, dans notre lecture du Code de l'action sociale et des familles, et je laisse la parole à Magali, il n'y a que deux critères qui peuvent justifier l'arrêt d'un accompagnement jeune majeur pour un jeune qui présente des besoins d'accompagnement jeune majeur. C'est soit il dispose de suffisamment de ressources et de moyens pour lui-même subvenir à ses besoins immédiats et avoir une progression de vie qui soit acceptable, soit qu'il ne dispose d'un soutien familial mobilisable, disponible, bienveillant, de nature à, entre guillemets, remplacer l'aide qui pourrait lui être apportée par les services de protection de l'enfance. Oui, juste pour compléter le propos, effectivement, tu le disais très bien sur la somme, effectivement, de jurisprudence ou de texte de loi. En revanche, celle qu'on a en tête, c'est celle, pour le coup, du 15 novembre 2022, donc manifestement peu de temps avant, et qui rappelle bien, effectivement, qu'il ne s'agit pas d'une politique contractuelle. C'est ça le sens. Et par ailleurs, la loi de 2022, sur cette question du droit, elle affirme, elle pose simplement ce qui était dans les faits aussi à l'œuvre, hein, dans de très nombreux territoires aussi par ailleurs. Et elle pose simplement cet acquis de droit pour les enfants précédemment confiés. Mais dans les faits, il y avait beaucoup de territoires qui accompagnaient, qui continuaient l'accompagnement jeune majeur auprès des jeunes précédemment confiés. Donc c'est en tous les cas
pas tant novateur que ça. Par contre, c'est effectivement posé et inscrit aujourd'hui dans la loi. Et pour la jurisprudence de novembre, c'est ce qu'elle rappelle. La question, encore une fois, qui est restée centrale et qui a nourri notre réflexion, c'est bien cette question d'ajuster aux besoins. Donc, au regard du besoin, en tout cas, possiblement, le cadre légal, et ce n'est pas la recommandation qui le fixe, est possiblement jusqu'à 21 ans. Lucie le disait très bien tout à l'heure sur le logigramme des étapes dans le parcours administratif. Et pour le parcours pénal, fait aussi la corrélation avec l'accompagnement aussi jeune majeur, auquel le jeune peut aussi prétendre, encore une fois, au regard de sa situation, de son besoin. Donc, au besoin, il peut possiblement, jusqu'à 21 ans, être accompagné par les dispositifs de protection de l'enfance, mais encore une fois, en fonction de ce qu'il identifie, de ce qu'il identifie dans son intérêt. Et c'est à cet endroit-là que ça s'ajuste et que ça s'adapte au regard de chaque situation du jeune, pour le coup. Donc voilà, la pédagogie, en tous les cas, pour reprendre ce terme-là, elle se situe à cet endroit-là. Merci beaucoup. Donc on est effectivement sur l'accompagnement du jeune vers l'autonomie et on a une question autour de ça, l'autonomie finalement du jeune. Comment ça s'apprécie? Comment ça se mesure? Est-ce qu'il existe des outils d'évaluation qui permettent de dire, ben là, voilà, avec tel critère, on estime que ça y est, le jeune est autonome, ou au contraire, il lui manque encore telle ou telle chose pour être autonome. Est-ce que, voilà, vous avez peut-être au cours de ce travail identifié des outils, des démarches, voilà, qui permettent d'aider les professionnels à se dire, bon, là, effectivement, a priori, on a un jeune autonome. Maïlis, vous voulez intervenir? Vous voulez répondre? Je me souviens, on en a parlé plusieurs fois avec Renaud et Magali. Je crois même qu'on en a reparlé avec Renaud quand on préparait le webinaire. On parlait notamment du Québec, qui, eux, en termes d'accompagnant jeunes majeurs, ils sont au top. Et ils ont un outil qui leur est propre, qui justement, si je dis pas de bêtises, c'est une sorte de questionnaire et en fonction des réponses du jeune, ça lui permet un petit peu de le situer. Après, en ce qui concerne l'autonomie, c'est quand même quelque chose de très subjectif. Tout à l'heure, Madame Lachaud le disait, les jeunes peuvent se surestimer, mais peuvent également se sous-estimer. Moi, je pense qu'on évalue l'autonomie en fonction de ce que le jeune peut donner, entre guillemets, l'observation du jeune. On sait si et le jeune sait s'il est autonome, déjà s'il a confiance en lui, et on sait si un jeune est autonome si on a suffisamment travaillé avec lui. Donc, je pourrais pas, enfin, il n'y a pas de réponse parfaite en disant, bah, alors s'il a fait ça, 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 il est autonome, et s'il a fait ça, mais pas ça, il n'est pas autonome. Parce qu'un jeune peut être autonome sur certains points, mais pas sur d'autres. Tous les jeunes ont des profils différents. Je pense notamment à des jeunes qui sont en situation de handicap. Mais pareil, le handicap, il a des dimensions, il a plusieurs dimensions. Et ce jeune-là peut être autonome sur certains points et pas d'autres. Et si on suit une grille de lecture, on va se partir du principe qu'il l'est pas. Mais en fait, non, en fait, il est autonome pour un jeune qui, dans sa situation, bah, oui, oui, on peut dire qu'il est autonome. Mais en comparaison à un jeune qui n'est pas en situation de handicap ou qui ne partage pas une sorte de vulnérabilité par rapport à un autre jeune, non, c'est pas possible de comparer comme ça. Chaque autonomie est préparée en fonction du jeune et est évaluée en fonction de ce que le jeune donne et est à apprécier avec le jeune surtout. Et Maëlys, Magali, tu souhaites compléter? Oui, simplement le seul point de complément que j'apporte à ce que vient de dire Maëlys, c'est dans le cadre de la recommandation, effectivement, c'est plutôt les chapitres 3 et 4 qui sont dédiés à tout ce que vient de dire Maëlys et ce qui est proposé pour tenter sur les différentes dimensions, comme disait très justement Maëlys, de l'autonomie et les étapes qui ont pu être identifiées. Qu'est-ce qui peut, en tout cas, venir, dans le cadre de la recommandation de bonne pratique, nourrir l'accompagnement, faciliter cette acquisition progressive et soutenir le jeune. Et pour le coup, en lien avec ce qu'on précisait au début du webinaire, la synthèse, elle permet vraiment d'identifier les chapitres. Et là, pour le coup, on est vraiment sur les 3 et 4 du document. Renaud? Oui, petit complément à la réponse de Maëlys et Magali, vraiment sur la notion d'outil. L'outil d'évaluation de l'autonomie, c'est un outil d'évaluation du niveau d'autonomie et de la progression d'un jeune sur une dimension de l'autonomie. Ça n'est pas un outil algorithmique
qui va calculer en fonction du niveau d'autonomie atteint par un jeune sur l'ensemble de ses dimensions, qu'il est apte, prêt, à même de sortir. Ça relève quand même d'une analyse de situation qui est beaucoup plus large, beaucoup plus multidimensionnelle. En revanche, nous, on a recommandé dans le document de recommandation de pouvoir, à chaque fois que c'est possible, utiliser des outils qui vont permettre de mesurer le niveau d'autonomie, dans la mesure où c'est possible, atteint par un jeune dans une dimension donnée, et quelle a été sa dynamique de progression, de stagnation, de régression, de façon à ajuster le plan d'action. L'outil d'évaluation d'autonomie, son intérêt premier, c'est d'aider à la décision autour de l'action et des modalités de l'accompagnement qui doivent être proposées à un jeune donné pour répondre à ses besoins. On n'a pas trouvé d'outils, on n'a pas trouvé de seuil, on n'a pas trouvé de critères qui permettent de dire aujourd'hui, et je le disais tout à l'heure en introduction, il n'y a pas de chemin gagnant à 100%. Ça serait nier ce qu'est la réalité de la vie individuelle des personnes dans des territoires qui sont différents, avec des situations de vie, des situations familiales qui sont différentes. L'autonomie, elle s'apprécie de façon subjective, comme le disait tout à l'heure Maëlys, elle s'apprécie aussi de façon très individualisée. On a, en utilisant ces outils, la possibilité de prioriser ou d'aider le jeune à prioriser utilement les interventions pour qu'il progresse sur des dimensions sur lesquelles il semble être, entre guillemets, le moins équipé à un instant T. Mais ça n'a jamais eu pour vocation de représenter un outil algorithmique qui permet de dire nous sommes le 19 septembre et il est prêt. Ça, il n'y a pas d'outil qu'on a repéré de cette nature-là et aucun outil n'a cette prétention. Je vous invite à aller regarder les quelques éléments de précision qu'on a mis dans la recommandation, puisque plus un outil d'évaluation d'autonomie doit être entouré d'un certain nombre de conditions d'utilisation pour être pertinent. Lucie? Oui, merci. Juste pour compléter, en fait, ces outils-là et ces dimensions de l'autonomie, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est des repères et c'est vraiment c'est des moyens qui viennent servir un projet. C'est-à-dire que selon le projet du jeune, on va effectivement aller accentuer telle ou telle dimension de l'autonomie et on va effectivement aller prioriser là où on estime qu'il faut qu'il y ait une progression parce que ça va servir un projet. Exemple, une jeune qui vit dans une zone très rurale, qui a besoin d'aller faire des stages dans le cadre de son projet pro, et ben, il faut absolument que la priorité, ce soit le permis de conduire, parce qu'il faut qu'elle soit mobile et qu'il faut que du coup, elle puisse avoir accès à ces stages. Et peut-être que toute la partie administrative ou la partie, je sais pas, enfin, toutes les autres dimensions, du coup, seront moins prioritaires parce qu'à ce moment-là, son projet, ce sera celui-là. Je discutais la semaine dernière encore avec une assistante familiale qui me disait, parce qu'on avait cet échange autour de l'autonomie, et justement, qu'est-ce que l'autonomie? Et nous aussi, en GT, ça a fait vraiment l'objet de longs échanges sur qu'est-ce qu'on entend par autonomie. Et cette assistante familiale me disait qu'elle avait accueilli une jeune pendant très longtemps et qu'elle l'avait couvée, assistée, que voilà, elle reconnaissait bien qu'elle n'avait pas forcément... qu'elle l'avait pas beaucoup laissé expérimenter l'autonomie, mais par contre que par cette attention, par ce portage affectif, par cette présence continue, qu'en fait la jeune, quand elle est partie à 21 ans, elle était bien dans ses baskets, elle était confiante, elle savait où elle allait. Alors elle savait pas faire une machine, elle avait beaucoup de mal à remplir des documents, mais comme elle m'a dit, elle a pas mis 3 ans à apprendre à faire une machine. En fait, elle était tellement bien et tellement à l'aise et tellement confiante que finalement, après, tout ce qui est justement ce que je disais tout à l'heure en termes d'autonomie fonctionnelle, finalement, c'est venu tout seul, mais parce qu'il y avait un socle qui était favorable aussi à l'apprentissage de ces choses-là. Voilà. Merci Lucie. En termes d'outils, très rapidement, Renaud, tu as évoqué tout à l'heure l'application Zélie. Donc voilà, on aimerait bien savoir si tu peux dire en 2 mots, vraiment repréciser ce que c'est que cette application et en fait, en quoi elle peut venir aider, les professionnels, dans l'accompagnement des jeunes? Pas un spécialiste, pour ceux qui collaborent avec moi au quotidien de tout ce qui est nouvelles technologies, mais l'application Zélie, c'est une application téléphonique qui vise à rassembler, donc là, pour Zélie, sur le territoire de Loire-Atlantique, une quantité assez importante d'informations qui sont utiles à un jeune qui va accéder à la majorité ou qui vient d'accéder à la majorité. Ces informations sont de différents ordres et elles sont présentées de façon pédagogique avec un discours, des supports qui sont courts, adaptés et facilement compréhensibles et qui vont permettre, par exemple, de savoir quelles sont les démarches qu'il faut faire quand on n'est pas titulaire d'une carte vitale à jour.
quels sont les différents dispositifs d'hébergement d'urgence qui peuvent exister sur un territoire donné à l'intérieur du département, et ainsi de suite. Cette application, elle est librement téléchargeable par un jeune sur son smartphone. Il ouvre cette application, il a un système de questions-réponses ou de rubriques qui sont présentées, et il va pouvoir aller glaner énormément d'informations et disposer de contacts. L'idée étant qu'il puisse engager lui-même ses démarches sans avoir à solliciter un professionnel. J'insiste sur le fait que Zeli, c'est une application qui est propre à la collectivité départementale de Loire-Atlantique, mais on a eu connaissance du développement d'applications similaires sur le département des Bouches-du-Rhône. C'est une application qui se dénomme Très Autonome, par rapport, je pense, voilà, à la musicalité propre à la ville de Marseille. On a également pu constater qu'il y avait des projets en cours au niveau du département du Pas-de-Calais, pour vous donner des exemples. On l'a souhaité le faire apparaître dans la recommandation parce que, apparemment, en termes de développement, c'est quelque chose qui est assez soutenable financièrement et techniquement, et c'est quelque chose qui est en libre accès, gratuit pour les professionnels, mais c'est plutôt des applications qui sont destinées aux adolescents et jeunes majeurs. Merci Renaud. Donc tout au long de la présentation, on a effectivement parlé donc des différents outils mobilisables, hein, PPE, PAA et l'entretien des 17 ans. Et l'un des participants nous dit, dans la réalité, cet entretien est un peu compliqué à s'approprier, à mettre en place. Est-ce qu'il existe, si on ne peut pas utiliser cet entretien, des outils alternatifs? Est-ce qu'on peut utiliser autre chose? Ça, c'est la première question. Et puis l'autre question rattachée à ça, c'est finalement cet entretien des 17 ans, il est pertinent pour qui? Plutôt pour le jeune, plutôt pour le professionnel? Voilà, quelle est la plus entre guillemets, de cet entretien des 17 ans. Maïlis, je vous laisse, apporter des éléments. Alors, déjà, l'entretien des 17 ans, il est, si je dis pas de bêtises, il est obligatoire, mais il est difficilement mis en place, ça c'est vrai. Personnellement, j'ai pas fait d'entretien des 17 ans. Cependant, on a aussi remarqué au sein du groupe de travail que même si les jeunes n'en avaient pas fait un de façon officielle, il y avait eu des entretiens en amont ou des entretiens qui s'y prêtent et qui en fait permettaient quand même de faire le point avec le jeune et de se rendre compte un petit peu où est-ce qu'il se situe. Quand on préparait le webinaire avec Renaud, on s'est rendu compte, enfin, on en a un petit peu discuté. Alors, c'était pas sur l'entretien des 17 ans, mais ça s'y prête tout à fait. Parfois, c'est juste un souci d'organisation. Je suis pas en train de dire que les personnes ne sont pas organisées. Je suis juste en train de dire que si on prévoit une date et on se dit, bah, écoute, là, tu bloques ta journée, je bloque ma journée, et c'est l'entretien des 17 ans avec telle personne à tel endroit, ça permet quand même finalement de pouvoir le mettre en place. Après, l'entretien des 17 ans, c'est pas à 17 ans pile qu'il faut le faire. Il peut être fait un petit peu avant, il peut être fait entre 16 et 17 ans. L'idée, c'est qu'il ne soit pas fait après 17 ans. Ensuite, la deuxième partie de la question, je me souviens plus exactement c'était quoi. C'était Quoi pourrait le pour qui remplacer? c'est perti Ah voilà, oui, par quoi le remplacer, c'est ça? voilà, si vraiment on ne peut pas utiliser cette modalité-là, est-ce qu'il existe autre chose finalement qui permette d'atteindre le même objectif? Eh bah, à partir du moment où on travaille suffisamment et régulièrement avec un jeune, je ne vais pas dire que l'entretien de 17 ans peut s'en passer parce que à partir du moment enfin, s'il a été mis en place, c'est pour une bonne raison. Mais si on a suffisamment travaillé avec un jeune, arrivé à un moment donné, aux abords de la majorité, on n'est pas là en train de se demander ce qu'on va faire ce qu'on va faire ou ce qu'on va préparer parce qu'on aura suffisamment eu, de suivi. Je pense notamment à tous les projets, alors je ne sais pas comment ça s'appelle dans d'autres structures, mais là où j'ai grandi, on avait ce qu'on appelle le, PAP, projet d'accompagnement personnalisé. Je sais que c'est quelque chose qui c'est d'autres noms, mais c'est le même équivalent. Tous les ans, on fait un point sur le jeune, objectif, ce qu'il a «accompli» entre guillemets, là où c'est un petit peu un échec, ce que l'adulte envisage pour le jeune et surtout ce que le jeune envisage pour lui-même. Donc si on réunit un petit peu tous ces PAP ou peu importe le nom qu'il porte et que régulièrement le jeune est sondé, normalement un entretien formel, ça sera assez rapide et on n'aura pas de mauvaises surprises. Renaud, tu Je suis tout complètes? à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Maëlys. C'est un petit peu parce que j'ai vu qu'il y avait des questions sur le PPE également. Elle fait que c'est compliqué de s'appuyer sur un PPE qui n'est pas formalisé. Voilà, quand on a besoin de s'appuyer dessus.
voilà, la démarche projet, elle a un côté formel, elle a un côté, je dirais, un petit peu plus quotidien, pour le dire simplement. C'est-à-dire que juste faire un entretien des 17 ans sans jamais avoir rien préparé avant et rien en faire après, ça fait pas beaucoup de sens non plus. Si c'est pour cocher le fait qu'on a fait l'entretien des 17 ans, je vois pas l'intérêt que ça représente. En revanche, comme le disait Maëlys, si le législateur l'impose, c'est pour une bonne raison. C'est pas la loi de 2022 qui l'impose en plus, c'est la loi de 2016. Donc il y a une piqûre de rappel qui est faite en 2022. Ça permet deux choses. Ça permet bien évidemment pour le jeune, à un moment donné quand même, on va dire un an et demi avant l'arrivée de la majorité, de formaliser, de se rendre compte de ce qui lui arrive. C'est-à-dire que la majorité, c'est sûr qu'à 18 ans, il va être majeur. Ça, c'est certain. Et c'est sûr que pour des départements dans lesquels il est parfois un petit peu plus compliqué d'obtenir un accompagnement, la difficulté, elle va se poser. Donc, c'est aussi une façon d'anticiper un certain nombre de réalités, de donner un certain nombre d'informations et de commencer à plus concrètement, entamer ce travail de projection. Il y a des adolescents qui ont des projets tout à fait clairs depuis la préadolescence. Moi, j'ai un cousin, il est pompier, il a toujours voulu être pompier. Puis il y a d'autres adolescents, à 18 ans, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Et ils ont quand même le droit. Et même ceux qui sont pas à l'ASE ont le droit de pas se déterminer à 18 ans tout de suite d'un projet qui va les engager toute leur vie. Parmi les gens qui nous font le plaisir de nous écouter aujourd'hui, j'ose imaginer que certains se sont réorientés à 18 ans ou à 25 ans. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait normal et consubstantiel à la vie. Voilà. Donc, du côté du jeune, ça a ce mérite-là de lui poser ces questions, de lui dire qu'il va falloir que tu commences à expérimenter, que tu commences à avoir peut-être une idée de ce que tu aimerais faire si tu en as pas, ou alors si tu as vraiment un projet, qu'on se mette en situation de commencer, voilà, à te mettre dans les meilleures dispositions pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Et du côté des professionnels, le principal intérêt de l'entretien des 17 ans, c'est que c'est vraiment une démarche qui va permettre d'enclencher la construction d'un autre projet que le PPE, qui est le PA, qui ressemble dans une certaine mesure au PPE, mais qui est beaucoup plus clairement axé sur l'accès à l'autonomie et surtout la sortie qui au plus tard interviendra à 21 ans. Ça, c'est le cadre légal. Donc voilà, pour répondre rapidement et en complément de Maëlys. Magali, vas-y. Oui, pour effectivement boucler la boucle, mais en lien avec la question de tout à l'heure autour de la place des parents, ça me fait rebondir, que ce soit du côté effectivement de la sphère personnelle ou bien aussi des professionnels. L'idée, alors qui prend la forme de cet entretien, c'est de permettre aussi aux jeunes, voilà, de se poser la question autour de, je le disais tout à l'heure, dans ses besoins, ses envies, ses ressources, et aussi de lui permettre potentiellement d'identifier quels services, de manière complémentaire aux services et dispositifs de la protection de l'enfance, pourront être amenés aussi à l'aider, à le soutenir, à lui filer un coup de main. On en parle dans la recommandation des services de droit commun, les services voilà, dans des champs plus spécifiques, plus spécialisés. On parlait tout à l'heure de la réalité des besoins pour les personnes en situation de handicap. En tous les cas, la question qui se pose, c'est effectivement de pouvoir, en tous les cas, à un moment donné, prendre le temps avec le jeune, de se poser. Maëlys, elle parlait aussi de l'expérimentation et d'ajuster, du coup, en fonction des expériences réalisées, pour, encore une fois, autour de son besoin, de tracer, mais ne serait-ce que des envies, avant toute chose, et ensuite de pouvoir un peu projeter, cranter les étapes à venir. Mais voilà, ça correspond aussi au moment, en tous les cas, où on remet l'intérêt. Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il y a tel ou tel professionnel dans ta situation ou pas, telle personne ressource qui a croisé ta route dans ton parcours, est la bienvenue. C'est vraiment, voilà, du côté du sens, en tous les cas, c'est vraiment de ce côté-là. Oui, Juste très Maëlys? rapidement, j'aimerais ajouter, l'entretien des 17 ans, il vient aussi, enfin, il peut être un bon moment pour faire le point sur tout ce qui est administratif. Est-ce que tu as bien une carte vitale? Est-ce que au niveau papier d'identité, tout est OK? Pour les jeunes en situation de handicap, ça peut être tout ce qui est dossier MDPH ou démarche de, alors AAH, si je dis pas de bêtises, l'allocation d'autonomie, quelque chose comme ça. Et également pour les jeunes, les mineurs non accompagnés, ça peut être le moment où on peut commencer toutes les démarches pour demander à rester sur le sol français. Donc l'entretien des 17 ans, il n'est pas non plus là pour discuter un petit peu de la pluie et du beau temps. Il a également c'est un très bon moment pour tout ce qui est côté administratif. On vit quand même dans des sociétés où si on n'a pas de papier d'identité, on n'existe pas, entre guillemets. Donc, voilà, si on n'y voit pas un intérêt sur le côté plus informel, sur le côté très matériel, là, il y a un réel intérêt. Merci.
Alors on arrive, presque à la fin de notre webinaire, mais c'est vrai qu'il y a énormément de questions vraiment sur tous ces outils PPE, PAA, la distinction justement entre, le PAA et le projet personnalisé. Je vais peut-être laisser la parole peut-être à Renaud plutôt Là, voilà, je peux faire très, très une réponse rapidement. rapide. La Ouais. différence entre le PA et le DIPEC, bah, c'est la même différence qu'entre le PPE et donc l'annexe 2 du DIPEC, hein, qu'on nomme le projet personnalisé, qui, par le fait du hasard, l'acronyme est également PA, puisque c'est projet d'accueil et d'accompagnement. Donc, il y a deux PA qui ne veulent pas dire la même chose. Dans le DIPEC, il est rattaché à une intervention portée par un établissement, un service, donc un opérateur. Et le DIPEC, c'est le projet de cet opérateur pour le jeune qui l'accompagne. Un PPE, c'est la somme de tous les DIPEC. Imaginons qu'un adolescent il soit accueilli en MEX, il a un accueil relais en famille d'accueil un week-end sur 4 et il est en visite médiatisée avec son père. Par ailleurs, il est suivi au pénal. Il faut un outil qui englobe ces 4 interventions. Chacune de ces 4 interventions, c'est un DIPEC. Par contre, il n'y a qu'un PA qui englobe les 4. Je ne peux pas faire plus simple. Merci. Donc effectivement, donc voilà, il y avait beaucoup de questions, mais tout en faisant le constat, mais c'est le constat aussi qu'on a fait en début d'intervention sur le fait qu'aujourd'hui, ces outils malheureusement sont assez peu utilisés, hein, voilà, donc avec l'existence donc j'espère en tout cas, que les participants avec ces éléments de réponse ont été convaincus vraiment de l'intérêt d'utiliser ces différents outils qui, on le répète, ça a été la loi l'a dit, on l'a redit dans la recommandation, qui ont vraiment vocation à aider le professionnel durant tout ce processus, tout ce parcours d'accompagnement. Donc voilà. C'est vrai que la remarque nous a été faite, hein, aussi, donc sur le fait que ces outils étaient peu utilisés. Et donc la question qui se posait, c'était par rapport aux recommandations que nous, on mettait à disposition. Est-ce qu'elles étaient opposables pour qu'effectivement elles puissent, elles, être utilisées par les professionnels? Donc là, on est plutôt sur un élément qui concerne le statut des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Aujourd'hui, ces recommandations ne sont pas opposables. Vraiment, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, elles sont vraiment là pour être utilisées des outils qui aident les professionnels dans leur pratique, dans leur quotidien. L'objectif étant, hein, voilà, d'améliorer l'accompagnement qui est proposé, qui est offert, et dans ce cas de figure, aux jeunes majeurs. Voilà, pour répondre à cette question autour de l'opposabilité des recommandations. Il nous reste 2 minutes. Je vais juste poser une dernière question sur vraiment la fin de l'accompagnement. Renaud, je crois que c'est toi qui l'as évoqué à un moment dans les textes, on parle il faut que le jeune ait des ressources suffisantes. Est-ce qu'il y a des éléments un peu plus précis sur ce qu'on entend par ressources suffisantes? Est-ce qu'il y a un seuil, un montant? Voilà. Est-ce qu'il y a des éléments là-dessus? Oui, non, très rapidement? En tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la notion de ressources ou soutien familial suffisant n'est pas définie, hein, réglementairement. On n'a pas la chance de bénéficier d'un décret, d'un arrêté, voilà, d'un quelconque document qui apporte des éléments. Donc, on a été regarder un petit peu les jurisprudences. Et pour l'instant, les jurisprudences, elles ont du mal à stabiliser une doctrine, puisque voilà, cette loi ayant été promulguée assez récemment, je pense qu'il n'y a pas encore assez d'éléments pour permettre ça. C'est vrai que dans le fil de discussion auquel on a accès, on voit que déjà, entre les différentes personnes qui posent cette question, les seuils qui sont évoqués sont très distincts, puisque certains évoquent 850 euros, d'autres 500 euros, voilà. C'est une des difficultés de la mise en œuvre de cet article L222-5. Elle est double. D'abord, les seuils ne sont pas définis. Et puis, qu'est-ce que c'est que les ressources? Qu'est-ce que c'est que le soutien familial? Est-ce que c'est un soutien familial de nature affectif? Est-ce que c'est un soutien familial de nature financière? Est-ce que c'est un soutien familial de type je te mets dans un logement? Voilà. Donc ça, malheureusement, c'est un des éléments sur lesquels on n'a pas pu apporter énormément de précision, faute de disposer d'éléments réglementaires qui nous permettent aussi de cadrer. Donc on sera, en tout cas nous, Haute Autorité de Santé, attentifs, voilà, à essayer de suivre l'évolution jurisprudentielle sur ce point ou l'éventuelle production d'un texte. Là encore, c'est très compliqué de comparer la situation de ressources suffisantes en termes d'argent si on habite à Badonviller en Meurthe-et-Moselle
ou dans le 11e arrondissement de Paris. Le prix du logement, il n'est pas le même, le coût de la vie, il n'est pas le même. Donc là encore, c'est quelque chose qui va, à mon avis, appartenir en premier niveau à l'autorité départementale, parce que la politique de protection de l'enfance, elle n'est pas décentralisée pour rien. C'est-à-dire que les réalités territoriales ne sont pas les mêmes, les possibilités d'accéder à l'emploi ne sont pas les mêmes, à l'emploi pérenne non plus. Donc il y a un premier élément de diversité là-dessus. Et j'espère qu'on pourra à terme bénéficier d'un cadrage peut-être un petit peu plus solide et du coup de nature à aider les autorités départementales, cadrage qui viendra soit de la réglementation, soit de la jurisprudence. Mais aujourd'hui, malheureusement, je comprends toute la question, elle est centrale, mais on n'a pas pu aller beaucoup plus loin en termes de précision que ce qui est reporté dans le document de recommandation. Merci beaucoup. Eh ben, nous arrivons à la fin de notre webinaire. Je voudrais vraiment remercier chacun des participants, Lucie, Maïlis, Magali, Renaud, merci pour vos interventions. Je remercie aussi tous ceux qui ont regardé ce webinaire. Donc ce webinaire, il sera disponible en replay d'ici d'ici quelques jours. Vous recevrez de toute façon un message et un lien pour vous indiquer la disponibilité du webinaire en replay, et vous dire aussi que vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction que nous vous invitons à remplir, puisque cela nous permettra effectivement de pouvoir, pour les prochains webinaires que nous proposons, d'améliorer, d'ajuster. Donc voilà, toutes vos remarques sont bienvenues. Merci encore à tous et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Bonne journée.